Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Mutation a été réalisée le 24 juin 2021. La perfection des mécanismes de création, comme l'ADN, a inévitablement son pendant. Comme tu l'as déjà dit hier, les mutations. C'est l'une des qualités les plus importantes des Gémeaux sur le plan physique, car la mutabilité et l'adaptation à l'environnement sont cruciales pour cet aspect de notre être. Alors, les mutations ne sont-elles pas mauvaises ? Comme pour tout cela dépend toujours. Cela dépend des circonstances, des raisons, des capacités, de l'être, de l'environnement. Une mutation est l'action de changer, de se transformer d'une chose en une autre. Tu pourras donc comprendre qu'une mutation est quelque chose qui t'a beaucoup affecté dans la vie. Car que cela te plaise ou non, tu es un mutant. Le mot mutant est très présent dans les films. Dans certains films, le mutant est présenté comme un monstre difforme, et dans d'autres comme un super-héros, une personne fascinante. Évidemment, je suis fasciné par la saga X-Men, où les mutations sont essentielles et s'inscrivent dans un discours également quelque peu politique et sociologique, l'acceptation de la différence. C'est l'un des fondements du débat sur les mutants, l'acceptation du changement. Si tu y prêtes attention, la perception des mutants comme des monstres maléfiques et difformes trouve son origine à une époque de pensée conservatrice, où l'on recherchait la stabilité sociale à travers l'uniformité, l'équivalence, et où tout ce qui était différent était considéré comme mauvais ou pouvait représenter une menace. Les mutants ont commencé à être perçus comme les gentils lorsque le monde audiovisuel a été envahi par des idées plus progressistes, où être différent était accepté. En effet, les mots « freak » et « monster », utilisés pour définir ce qui est étrange et monstrueux, sont passés du statut d'insulte à celui de qualificatif à part entière. Cela englobait tous ceux qui étaient différents. Mais qu'est-ce que cela signifiait, d'être différent ? En gros, ne pas appartenir à la même religion, à la même race, ethnie, ni au même groupe social. C'est-à-dire être chrétien, blanc et de la classe moyenne. Non, c'est une autre forme de stigmatisation. Le racisme n'existe pas seulement chez les Blancs, mais dans toutes les races ou ethnies. Le racisme n'est ni unidirectionnel, ni propre à une ethnie. Mais il est le fait de personnes manquant de connaissances, un phénomène qui traverse toutes les couches sociales, toutes les religions et toutes les ethnies. Attribuer le racisme à une seule ethnie fait de nous, à notre tour, des racistes. Attribuer le mécanisme à tout un genre fait de nous des sexistes. Si tu y prêtes attention, ces deux courants commettent une grave erreur. Laquelle ? Les conservateurs séparent les personnes en fonction de leurs différences, et les progressistes évaluent les personnes en fonction de leurs différences. Les uns comme les autres font la même chose. Ils mettent en avant les différences comme celles déterminantes de ce que nous sommes, alors qu'au fond, nous sommes tous des êtres humains. Au lieu de renforcer la condition humaine de liberté, on se concentre sur ces différences comme critères de positionnement et d'évaluation. Et c'est compréhensible, des milliers d'années d'oppression, dans certains domaines plus que dans d'autres, de nombreux traumatismes vécus entre les ethnies, les philosophies, les sentiments divers, et tout cela a inévitablement conduit à la nécessité de lutter pour l'égalité, mais en mettant l'accent sur la valorisation des différences. C'est comme dire « luttons pour la paix », une phrase dénuée de sens, peut-être une sorte d'oxymore qui se traduit par l'expression « différence pour l'égalité ». Le conflit survient lorsque, en valorisant les différences, nous continuons à nous diviser en groupes de plus en plus spécifiques, comme si nous classions les qualités humaines en fonction de leurs attributs, une sorte de système de caste.
Oui, je le remarque beaucoup. Par exemple, dans la lutte pour l'égalité des genres. Ce sont justement ceux qui parlent d'être tous égaux sans drapeau, ne faire qu'un, qui créent des drapeaux pour chaque orientation sexuelle. Des emblèmes qui reconnaissent certains en les séparant des autres. C'est pourquoi, bien que je sois à 100% en faveur de la liberté sous toutes ses formes, je refuse de soutenir publiquement des idéologies qui nous divisent encore davantage sous prétexte de défendre l'égalité. Ce sont les différences qui font de nous des êtres humains, qui font de nous des êtres vivants, et l'essentiel est de les accepter telles qu'elles sont, sans conflit majeur, en naturalisant ces différentes qualités. La peur conservatrice des mutations sociales, qui implique des changements constants, a généré une vague de transformation incessante. Comme à l'école des X-Men, chacun possède des pouvoirs différents, mais tous sont des mutants à part entière. Et c'est ce que tu es, un mutant. Et chaque différence que tu observes chez chaque être humain est, à son tour, une mutation. Et comme tu pourras le constater, les mutations par essence ne sont pas négatives, mais évolutives. Accepter les différences est crucial pour le développement. Nous devons donc dire qu'au lieu de lutter pour l'égalité, nous devons œuvrer ensemble pour l'acceptation des différences. Car celles-ci nous enrichissent, mais ne définissent pas ce que nous sommes. Les tâches ne définissent pas le chat. Le chat est un chat, et ses tâches sont des attributs, mais pas des définitions. Car chaque chat aura des mutations différentes, des tâches différentes. De cette manière, tous sont humains, définis comme humains, avec des attributs différents. Je comprends, nous sommes tous des mutants, certains plus visibles que d'autres. Mais à court ou à long terme, nous subissons tous des mutations. Ce ne sont donc pas les mutations qui définissent ce que je suis, mais elles révèlent mes qualités dans un contexte ou un moment précis. Une fois que tu auras compris cela, nous pourrons voir d'où proviennent les mutations. Quelle est leur origine? Les petites réactions chimiques produites dans l'ADN par des facteurs externes, comme la lumière ultraviolette émise par le Soleil. Comment ça? La lumière détermine nos changements? C'est exact. Au départ, lorsque les cellules étaient des organismes uniques, sans grande structure, l'air membrane protectrice ne contenait que le matériel génétique, mais ne le protégeait pas de tous les rayons solaires. Les photons traversent ces couches, et les rayons ultraviolets en particulier ont la capacité d'agir directement au niveau moléculaire. Cela affecte les formations sensibles de composés chimiques, adénine, guanine, thymine et cytosine, en les déformant ou en les désorganisant, ce qui les amène à se lier différemment. C'est comme si on mélangeait les câbles et qu'on les reliait à d'autres qui ne leur correspondaient pas, provoquant ainsi un court-circuit. Exactement, au niveau nucléaire, ces modifications provoquées par les photons de la lumière réorganisent certaines données à l'intérieur de la cellule, produisant une réaction en chaîne qui aboutira finalement à une mutation. Si l'une de ces données indiquait que la cellule est ronde, la modification du code génétique peut la rendre ovale, car le gène détermine l'agencement de chaque cellule par rapport aux autres. Tout comme les codes algébriques déterminent les couleurs et les formes dans la programmation informatique. Les données binaires 1 et 0, ordonnées d'une manière spécifique, déterminent si une couleur est rouge ou bleue à l'écran. Ainsi, si j'en change l'ordre, je peux la transformer en vert ou en orange, voire en des couleurs bien plus disparates, simplement en réorganisant ces mêmes chiffres à des positions différentes. Et parfois un changement minime suffit. Un seul chiffre dans une longue séquence pour tout déformer et changer complètement la séquence, et donc la réalité. C'est incroyable. Autrement dit, tout doit s'enchaîner à la perfection pour que tout reste toujours identique et qu'il n'y ait pas de malformation chaque jour. La merveilleuse machine génétique fonctionne par résonance et sait ordonner les structures à la perfection, comme des copies exactes. C'est le rayonnement du Soleil et son effet sur la matière qui produisent des effets au niveau du noyau, modifiant ses codes et provoquant des erreurs dans la séquence. Mais ces erreurs peuvent faire toute la différence. Elles sont la clé de l'évolution. De quelle manière?
Eh bien, une cellule trop exposée à la lumière solaire est affectée par ces rayons ultraviolets, qui provoquent une mutation dans le noyau, peut développer une caractéristique inhabituelle, comme par exemple changer de couleur et synthétiser de la mélanine en la retenant dans ses parois au lieu de l'éliminer. Du coup, cette cellule a plus de chances de survivre dans des environnements très lumineux, tandis que les autres meurent. Cette mutation lui permet d'être la seule capable de se reproduire dans des environnements hostiles. Ainsi, toutes les cellules suivantes auront la même couche, la même erreur, qui est devenue leur particularité. Oh, bien sûr, du coup, ce qui était une erreur génétique est devenu une particularité différente qui permet l'adaptabilité. Ces processus prennent des milliers, voire des millions d'années, par essai et erreur. Mais comme tu l'as vu, ils fonctionnent car c'est ce mécanisme qui a permis l'apparition de chaque espèce sur Terre. Nous sommes tous des mutants. Chaque plante, chaque animal, chaque être humain. Et chaque virus et chaque bactérie, surtout un être complexe comme un mammifère, a besoin de milliers d'années pour qu'une mutation porte ses fruits, car chacune de ces cellules doit intégrer ce changement. En revanche, les organismes unicellulaires n'ont pas besoin de plus d'un an pour y parvenir. C'est pour ça que chaque année, beaucoup se font vacciner contre la grippe, car elle évolue. Elle mute tous les 6 mois. Les virus et les bactéries excellent dans l'art de s'adapter à leur environnement et savent tirer parti des ressources pour se modifier. Au sein d'un organisme vivant, les changements sont constants en fonction de ce qui est consommé, des températures, des attaques du système immunitaire, tandis que chez l'être humain, la mutation peut s'étaler sur toute une vie, car les cellules doivent intégrer les informations culturelles, émotionnelles et contextuelles que cet être vit, tout en se reconnaissant lui-même. Un virus détecte le moindre changement environnemental et accomplit quelque chose d'incroyable. Il s'auto-inocule. Il peut absorber d'autres virus morts présents dans l'environnement en intégrant les gènes qui ont vécu l'expérience précédente. Et grâce à son taux de reproduction élevé, il peut se multiplier par milliers en quelques heures. C'est ce que tu entends par nouvelle souche. Personne ne peut arrêter un virus et il n'existe pas de vaccin pour l'arrêter. Mais il existe des vaccins pour atténuer ses effets. Des vaccins qui, avec le temps, doivent être adaptés aux nouvelles mutations. Il en va de même pour les bactéries. Les corps physiques sont habitués à cette attaque constante. Et c'est pourquoi le système immunitaire dispose de tous les outils nécessaires pour contrer ces mutations, à condition qu'il n'ait pas d'autres problèmes à gérer en même temps, ce qui affaiblit l'immunité. Le corps a muté pour s'adapter à cela au fil des millions d'années. Un virus accomplit en 6 mois ce que les humains accomplissent en 300 000 ans, générer de nouvelles souches, ce que nous appelons humainement des ethnies, ou ce que nous désignons familièrement par le terme de race. La race blanche, la noire, la jaune, la rouge, ce sont toutes des mutations de la même espèce humaine. Tous des humains dotés d'attributs différents, adaptés à chaque contexte. Les mutations produites par la mitose sont des erreurs de copie de l'information que nous effectuons chaque jour, un phénomène observable chez les personnes âgées, dont la mutation que subit le corps à mesure qu'il grandit et vieillit. Et ce type de mutation est le plus ancien de tous. Les mutations produites par la méiose trouvent leur origine dans des erreurs de copie des données lors de l'apparition du système de reproduction sexuée. Ces erreurs de copie confèrent des qualités différentes aux nouveaux individus, des qualités qui peuvent être qualifiées de diverses manières. De quelle manière? Tout d'abord, il existe 3 grands axes pour définir les mutations: géniques, chromosomiques et génomiques. La mutation génique est celle qui n'affecte qu'un seul gène dans la chaîne d'ADN. La mutation chromosomique est celle qui affecte un chromosome entier, produisant des changements visibles et concrets. Et la mutation génomique est celle qui affecte l'ensemble de la séquence génétique de l'ADN complet, modifiant l'aspect général et global d'un être.
Donc, la première peut être par exemple quelque chose qui me donne des taches de rousseur. La deuxième modifie la couleur de toute ma peau. Et la troisième détermine l'appartenance à mon ethnie. On pourrait le dire ainsi en gros, oui. À partir de ces mutations, on en trouve beaucoup d'autres, plus diversifiées. Il existe la mutation somatique, qui implique la reproduction d'un groupe génétique au sein du zygote, ce qui entraîne une multiplication de ce gène, donnant ainsi naissance à deux groupes d'informations distincts au sein du corps en formation, et la mutation germinale, qui se produit au sein des cellules reproductrices des parents, ce qui déterminera dès le départ l'évolution génétique du gamète, non pas selon deux voies parallèles de développement, mais selon une seule et même voie. Il y a également la mutation morphologique, qui se traduit par un changement structurel et physique chez un être vivant. Les mutations létales et délétères, quant à elles, affectent le mécanisme vital, entraînant une mort rapide ou empêchant son bon fonctionnement, même si elles ne conduisent pas à la mort. Il y a également les mutations conditionnelles, qui sont essentielles à l'adaptabilité. Elles nous permettent de vivre dans des environnements différents ou, au contraire, nous en empêchent, nous conduisant ainsi à l'extinction. Les mutations biochimiques sont provoquées par ce que nous ingérons. Certaines nous font perdre certaines fonctions, tandis que d'autres nous en font acquérir de nouvelles. Donc, il y a des mutations qui favorisent l'évolution et d'autres qui provoquent des maladies. Exactement. Les rayons ultraviolets, le climat, les erreurs de copie lors de la mitose ou de la méiose, les aliments que nous ingérons, et même la culture dans laquelle nous vivons et les émotions que nous ressentons, jusqu'à nos pensées elles-mêmes, ce sont des facteurs d'énergie et de vibration qui peuvent reconfigurer l'ordre des gènes. Comme au Jenga ou au Scrabble, les mutations nous offrent de nouvelles structures qui nous renforcent ou qui nous font échouer. Ceux qui ont su tirer parti de leurs différences génétiques ont survécu. Par exemple, À l'origine, les ours sont noirs, car ils chassent généralement la nuit. Cette couleur leur était utile pour se cacher des prédateurs ou pour ne pas être vus par leurs proies. Cependant, pendant les glaciations, la glace a recouvert les forêts des ours, et les ours noirs ne pouvaient plus se dissimuler dans la neige. Leurs proies les voyaient donc arriver de très loin. Ils mouraient et ont dû partir. Mais il n'en a pas été de même pour les albinos, des ours nés avec des anomalies génétiques de la peau, dont l'absence de mélanine les rendait blancs, ce qui était très défavorable pour un ours dans une forêt. C'est avéré très avantageux pour un ours blanc dans la neige. C'est pourquoi ils ont été les seuls à pouvoir survivre. Ainsi, ils ont commencé à se reproduire, et seuls des ours blancs sont nés. l'ours polaire. Une erreur génétique a été à l'origine d'une belle espèce de la zone boréale. Toutes les espèces que tu connais aujourd'hui sont issues de mutations, d'erreurs génomiques, utiles à leur environnement, mais peu se souviennent de celles qui n'ont pas pu s'adapter et qui ont péri, s'éteignant. Elles étaient nombreuses. Elles sont toujours. Pouvons-nous empêcher l'extinction des espèces? Non, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde dans ce monde, et que chaque espèce joue un rôle fondamental. Si nous existons, c'est parce que beaucoup d'autres ont disparu. Si cela n'avait pas été le cas, de nombreuses autres espèces que nous connaissons aujourd'hui n'auraient pas pu prospérer. Ce que nous pouvons faire en tant qu'humanité, c'est veiller à ce que, en tant qu'espèce consciente, ce ne soit pas nous qui précipitions cette extinction par cupidité ou par inconscience. Bien sûr. Nous ne pouvons pas contrôler le cours naturel des choses, mais nous pouvons assumer la responsabilité de nos propres actes. Qu'en est-il des maladies? Ce sont les mutations qui nous mettent à l'épreuve dans le cadre de l'évolution. Ce sont des erreurs génomiques, des gènes qui s'écartent de leurs fonctions réelles pour remplir des fonctions anormales, comme le cancer, une mutation cellulaire dans laquelle les cellules elles-mêmes, au lieu de se reproduire, se dévorent les unes les autres. Peut-on prévenir ces mutations? Oui, mais pas les éradiquer, car il en apparaîtra toujours une nouvelle. Ce que tu appelles maladie est en réalité une épreuve de la nature qui contrôle la stabilité et la capacité d'adaptation.
Cela peut sembler cruel, mais personne ne contrôle cela. C'est naturel, c'est un processus de sélection naturelle. Les maladies régulent les populations. J'ai vu un jour un documentaire sur les fourmis en Amazonie qui parlait de champignons qui pénètrent dans le système nerveux des fourmis, les transformant en zombies, jusqu'à ce qu'ils les tuent et les dévorent de l'intérieur, en émergeant par leur tête. Ce champignon existe sous différentes formes et chacune est spécialisée dans une espèce d'insecte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que cela semble terrible et qu'il faut l'éradiquer. Mais ensuite, on vous montre l'image ci-dessus et vous pouvez constater que sans ces champignons, les colonies de fourmis auraient détruit de vastes zones de territoire, privant ainsi de nourriture de nombreux autres insectes. Le champignon fonctionne donc comme une sorte de régulateur démographique, ce dont nous ne prenons pas conscience parce que nous sommes moralistes. C'est exactement ça. Tout suit un ordre. Une société qui exerce un meilleur contrôle sur sa population, qui maîtrise mieux son alimentation, qui vit avec moins de stress et une moindre exposition aux produits chimiques, est une société moins sujette aux maladies. Cependant, nous ne serons jamais à l'abri des erreurs génétiques, car ce sont elles qui nous aident à évoluer, même si cela peut paraître néfaste dans certains cas. Mais qu'en est-il de ce qu'ils font actuellement étant de normaliser avec les mutations assistées où les parents peuvent choisir la couleur des yeux de leur bébé ou celle de sa peau, de ses cheveux, sa taille, sa santé? N'est-ce pas immoral? Immoral, dans quel sens? Ne faudra-t-il pas laisser cela à la merci de la nature? Pourquoi t'habilles-tu? Pardon? Oui, pourquoi portes-tu des vêtements s'il fait chaud et que tu peux être nu, à la merci de la nature? Je ne sais pas. Par culture. La morale, c'est la culture, c'est la religiosité. Qu'est-ce qui te fait trouver immoral de choisir la couleur des yeux de ton bébé, mais pas de choisir ses croyances et sa façon de penser? Qu'est-ce que tu trouves d'immoral à prévenir les maladies génétiques? Et pourquoi est-ce moral de se battre pour la santé de ces personnes alors qu'elles sont déjà malades? Ouf, je ne sais pas. Tu viens de me prendre à contre-pied avec ça. Parce que, enfin, je me considère comme naturaliste. Je pense que la nature fait les choses comme elles doivent être, et que l'humain n'est pas prêt à faire ce genre de choses, à se mêler de la génétique d'un nouveau être, juste par son plaisir personnel. Quand tu choisis une personne blonde pour procréer, tu fais un choix génétique. Quand tu cherches quelqu'un qui te ressemble ou quelqu'un qui te plaît pour avoir un bébé, tu fais une sélection génétique. Quand tu nourris ton bébé avec un régime végétarien ou omnivore, tu fais un choix génétique. Quand tu décides d'aller vivre dans un endroit chaud ou froid, tu fais un choix génétique. Lorsque tu recours à l'insémination artificielle, c'est un choix génétique. Lorsque tu coupes les cheveux de ton enfant d'une manière ou d'une autre, c'est un choix génétique. Lorsque tu choisis un type d'éducation plutôt qu'un autre, c'est un choix génétique. Je comprends. Tu moralises quelque chose contre quoi tu ne peux pas lutter moralement. L'être humain fait chaque jour des choix qui modifient son génome et décide pour les autres de ce qu'il en est du leur. La sélection naturelle se construit à partir du subconscient, tandis que la sélection génétique est choisie par le conscient. Et comme pour tout, ce sera une question d'essai et d'erreur, jusqu'à ce que les humains prennent conscience des conflits engendrés par ces décisions génétiques. Donc, comme pour tout, ce sera un processus supplémentaire d'essai et d'erreur. Accepter l'avortement et refuser la modification génétique d'un gamète, c'est contradictoire. La vie est une constante évolutive dans laquelle les gènes se modifieront inévitablement. Et il viendra un moment où même les adultes eux-mêmes pourront choisir ce qu'ils veulent modifier. Sais-tu quel est le plus gros problème ici? Lequel? Se croire conscient. Il n'y a rien de pire que de confondre conscience et morale. La conscience interprète et comprend les changements et s'efforce de considérer toute innovation comme un outil au service de sa transcendance. La morale a une idée préconçue de la façon dont les choses devraient être et s'y accroche. Si la morale avait eu le dernier mot, les ours polaires n'auraient jamais existé.
Je dois donc accepter que la mutation, pour le meilleur ou pour le pire, fasse partie de notre nature éternelle. Et sachant cela, tu dois reconnaître quelles ont été tes mutations, en quoi elles t'ont été utiles, et lesquelles tu modifierais si tu en avais la possibilité. Souviens-toi, les mutations ne définissent pas ce que tu es, elles te confèrent des attributs pour être. Je suis le produit de toutes les circonstances. Cause et effet. Tu n'as donc d'autre choix que de devenir la cause de tout effet, en te reconnaissant comme l'effet de toute cause. Tu es, et cela ne changera pas, mais tes formes changeront constamment, et tu ne peux pas l'éviter. C'est pourquoi reconnais-le. Je suis un mutant.